Originaire de la Martinique, elle est à la fois écrivaine, chercheuse indépendante en histoire afro-caribéenne et artiste. Son dernier ouvrage, intitulé « Chers ancêtres, contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales », vient de paraître aux éditions Grasset. Un essai atypique qui est une exploration incarnée des stratégies de survie et de résistance développées par les femmes face à l'esclavage colonial dans la Caraïbe francophone. Bonsoir Isis Labo-Caberia. Bonsoir à vous Christian. Bonsoir, Chers ancêtres est un ouvrage qui fera date. Pour quelle raison, Christian ? Absolument, cet ouvrage fera date parce qu'il est révolutionnaire à la fois dans le fond et dans la forme. D'abord, c'est un essai qui conjugue avec brio recherche très rigoureuse et cheminement intime de son auteur, Isis Labo-Caberia. Ensuite, dans cet essai, l'auteur ne se contente pas de sortir de l'oubli les femmes afrodescendantes et autochtones de la Caraïbe. Elle démontre aussi que les luttes modernes, féministes, écologistes ou encore décoloniales, s'enracinent dans les résistances quotidiennes de ces femmes qui étaient esclavisées à l'époque. Et puis, pour l'auteur Isis Labo-Caberia, écrire l'histoire ou la vulgariser, ça correspond à une démarche profonde de guérison collective et d'affirmation identitaire. Alors, pour toutes ces raisons, j'estime, ça n'engage que moi, que ce livre est aussi important que Cahiers d'un retour au pays natal ou Peau noire et masque blanc de ses aînés et compatriotes martiniquais Aimé Césaire, l'immense Aimé Césaire, ou encore Frantz Fanon. Mais on peut aussi citer Décoloniser l'esprit du Kenyan Ngugi wa Thiong'o. Et pour donner un tout petit aperçu, mais vraiment un petit aperçu à nos téléspectateurs, cher Isis, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre essai. Avec plaisir. Vous l'aurez compris, mon approche de l'histoire n'est pas celle du chercheur neutre et détaché que le paradigme de la modernité occidentale érige en standard de la scientificité. Pour la femme noire caribéenne que je suis, les figures croisées dans les archives ne sont pas qu'objets d'étude. Elles sont ancêtres. Leurs vies oblitérées ne sont pas de simples données historiographiques. Elles sont des sagesses oubliées, des bénédictions de grand-mère dont je ne connaîtrai jamais les noms, mais qui veillent sur chacun de mes pas et les guident dans les chemins incertains. Dans ma démarche, nulle idéalisation, seulement le désir de palper leur pleine humanité dans ses splendeurs autant que dans ses laideurs, et la conscience que le fil de ma vie se déroule dans l'extension des leurs. Il m'aura fallu du temps pour le comprendre. En les cherchant, c'est un peu moi-même que je cherche. En les sauvant de l'oubli, c'est moi-même que je tente de sauver. Lorsque je réfléchis aux enjeux qu'implique le fait de convoquer les histoires de ces femmes, le mot qui me vient spontanément à l'esprit est celui de sacerdoce. Il existe une dimension profondément mystique à l'acte d'exhumer et de transmettre au collectif ces récits écrasés par la mécanique coloniale de l'oubli. Cet acte, il convient de l'accomplir dans un esprit de révérence envers ces mémoires sans sépulture, à l'instar du psychopompe qui escorte les âmes vers l'au-delà. Merci Isis. Isis, votre aïeule, Victorine Labo, née esclave et affranchie le 11 juin 1840, en même temps que ses enfants d'ailleurs, est le point de départ de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche qui mêle recherche rigoureuse et cheminement intime ? Oui, tout à fait. Le livre s'ouvre effectivement sur ma découverte de l'acte d'affranchissement de mon aïeul, ce qui m'a permis de rendre très tangible ce passé qui en réalité n'est pas vraiment passé. L'historienne afro-états-unienne Saidia Hartman parle de l'après-vie de l'esclavage pour mettre en lumière ses conséquences contemporaines qui sont le racisme systémique, les inégalités socio-raciales, économiques et même des problématiques environnementales, psychosociales et j'en passe. Donc ce livre, en fait, n'est pas qu'une exploration de l'histoire de l'esclavage au prisme des femmes et des résistances, c'est aussi une réflexion sur la mémoire, ses absences, ses silences, et surtout sur la guérison collective pour nous qui héritons de cette histoire. Alors, vous avez été une étudiante brillante, vous êtes diplômée de Sciences Po, vous avez ensuite, Sciences Po Paris, je précise, vous avez ensuite étudié la sociologie du genre, ou encore l'histoire coloniale dont je parlais tout à l'heure, de la Caraïbe francophone, mais vous avez décidé finalement de vous affranchir de ces contraintes académiques traditionnelles. Est-ce que, selon vous, c'était la seule manière de donner vie, de donner voix
à ces femmes afrodescendantes et autochtones qui sont la plupart du temps exclues de l'historiographie classique? Oui, enfin, l'histoire, traditionnellement, elle s'est beaucoup écrite par en haut, du point de vue des colons. C'était une histoire économique qui parlait du commerce triangulaire, de l'industrie sucrière. Et donc, voilà, c'était... surtout dans le contexte français de l'esclavage français, on a très peu de témoignages directs de la part des esclavisés, contrairement aux États-Unis. Donc en fait, on a d'autres choix que d'aller reconstituer ces récits à partir d'autres canaux que celui de la seule archive écrite. Donc ça passe par les mémoires vivantes, les mémoires orales, les mémoires des gestes, des corps, et ça passe aussi par l'imaginaire et par la fabulation critique. Alors, le sous-titre de votre livre est très très précis, Contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces résistances quotidiennes des femmes esclavisées à l'époque dont vous nous parliez tout à l'heure? Oui. Donc ces femmes, elles vivaient à l'intersection de toutes les dominations, race, genre, statut, classe. Et de ce fait, les formes de résistance ouvertes, les plus spectaculaires, je dirais, leur étaient statistiquement moins accessibles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne résistaient pas. Elle menait en fait une myriade de résistances du quotidien. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse au-delà des grandes figures héroïques. Ce sont ces résistances du quotidien, culturelles, spirituelles, de la joie, les résistances des savoirs botaniques. Parce que je pense qu'en tant que contemporain, on a beaucoup de leçons inspirantes de philosophie politique à tirer des stratégies de ces femmes pour fertiliser nos luttes dans le présent. Alors, votre démarche vous a conduit à créer un concept dont vous parlez dans le livre, l'histoire oraculaire. Alors, de quoi s'agit-il et à quel besoin répond ce concept ? Alors, je n'écris pas seulement en tant que chercheuse, mais aussi en tant que fille, en tant que descendante de ces femmes esclavisées. Et donc, je convoque les faits, certes, mais aussi les affects. Et je convoque aussi, je fais le lien permanent et explicite entre passé, présent et futur, dans une conception non pas linéaire, mais circulaire du temps, d'ailleurs à la manière des cosmovisions africaines. Donc, pour moi, c'est ça l'histoire oraculaire, c'est une tentative de décolonisation épistémologique. Alors, dans votre livre, vous affirmez que la mémoire collective échoue encore aujourd'hui à appréhender le cataclysme qu'a été pour l'Afrique la traite. Et au passage, vous tordez le cou, et ça c'est jubilatoire, à un vieux cliché selon lequel les Africains vendirent leurs propres frères. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, enfin, on ne peut pas comprendre le mal-développement contemporain du continent africain si on ne le replace pas en fait dans cette histoire longue de la traite transatlantique qui a eu des conséquences durables sur le plan économique, démographique, environnemental. Et pour ce qui est des Africains qui soi-disant vendaient leurs propres frères, c'est une simplification extrême et je dirais même ridicule de la complexité des entités géopolitiques qui structuraient l'Afrique précoloniale. Donc voilà, je pense que le but de cet argument, c'est surtout de minimiser la responsabilité de l'Occident qui en a été le principal bénéficiaire économique de cette traite. Il nous reste un peu de temps. Alors, s'il nous reste un peu de temps, j'en profite. Moi, j'ai adoré ce livre. Vous parlez dans ce livre de la pigmentocratie qui, c'est une violence épouvantable et qui vous a percuté durant votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler de la pigmentocratie ? C'est quoi exactement ? Alors, ça fait partie de ces conséquences, de ces séquelles contemporaines de l'esclavage dont je parlais au début, en disant que l'esclavage a une après-vie. Donc la pigmentocratie, c'est simplement ce système politique de rapport de pouvoir hérité de la période esclavagiste qui veut que la société soit hiérarchisée racialement et en termes de couleur. Donc en fait, plus on se rapproche de la blanchité et plus on a accès en fait au pouvoir économique, politique. Donc bien sûr, les cartes ont été un peu rebattues. On n'est pas exactement dans une structure tripartite blanc, mulâtre et noir aujourd'hui en 2026 que ça l'était en 1750. Mais on a encore des séquelles et des rémanences de ça, à commencer par le pouvoir économique qui est disproportionné d'une certaine élite qui est descendante des colons esclavagistes, qui représente à peu près 1% de la population et dont certains, en particulier quelques familles, fonctionnent encore aujourd'hui en cartel économique. On a vu les manifestations contre la vie chère qui ont agité l'actualité ces dernières années. Voilà, on ne peut pas comprendre ça hors de si on ne le replace pas dans cette généalogie de la colonialité et des conséquences de cet esclavage colonial.
Isis Labo-Kabirien, merci. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Chers ancêtres contre histoire des résistances féminines anti-coloniales, vient de paraître aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Et merci à vous, Christian. Merci, À lundi Lydia. prochain.